L'intelligence émotionnelle. Alors avant de démarrer, on voulait juste vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça parle des daily qui s'éternisent ou des rétros où personne n'ose parler? Cool. Bah, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne conférence. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'un nouveau framework, d'un nouvel outil. On va vous parler de quelque chose que vous possédez déjà, mais que vous n'utilisez très probablement qu'à 5 ou 10% de son potentiel. C'est votre intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, plus l'intelligence artificielle devient performante, et plus vos compétences humaines à vous, vos compétences relationnelles deviennent vraiment précieuses. Donc avant de vous parler de tout ça, on va juste vous faire un petit remerciement sponsor. Oui, on va commencer par remercier les sponsors, sans lesquels la journée ne pourrait pas avoir lieu. Donc on peut, mais il y en a plein d'autres, effectivement. Il reste quelques places devant. Et pour se présenter, donc moi je présente cette conférence avec Aurélie Laforêt, Product Manager, qui nous vient d'Aix-en-Provence depuis hier. Voilà. Et Fabien, du coup, toi tu es coach agile chez Open. Enfin, tu es dans l'agilité depuis une quinzaine d'années et coach agile depuis 5-6 ans. À peu près, oui. Et tu es à Grenoble, pardon. À Montbonneau. Je suis local. Donc on va commencer par l'humain au cœur de l'agilité. Mais pourquoi parler d'humain, Aurélie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Oui. Bah, pour ça, Fabien, on va revenir aux sources. Il y a plus de 20 ans, les pionniers de l'agilité ont créé ce manifeste révolutionnaire que bien sûr vous connaissez tous par cœur, le manifeste agile. Il n'y a pas d'interrogation surprise à la fin de cette conf. Et si vous regardez bien la première valeur, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Bah, c'était bien marqué là, depuis le début. On voit bien que l'humain devait être au centre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend la plupart du temps, Fabien? Des débats sans fin sur Scrum, Kanban, des délits qui ne sont pas efficaces, pourquoi on utilise des processus, ce genre de choses. Et donc on voit qu'on a tendance toujours à se focaliser sur le comment plutôt que sur le pourquoi et surtout le avec qui. Mais alors si le manifeste agile place l'humain au centre depuis plus de 20 ans, pourquoi est-ce qu'on entend encore toutes ces phrases dans notre quotidien? Notre daily dure 45 minutes et personne n'écoute. Les rétros, c'est toujours les mêmes qui parlent. On évite de donner du feedback, on a peur de créer des tensions. Je vous en passe, et des meilleurs, on en entend vraiment beaucoup. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on applique parfaitement nos frameworks agiles. On a tous nos sprints, nos user stories, nos burn charts, tout ça c'est parfait. Mais quelque chose cloche au niveau humain. Et donc le problème, il n'est pas dans Scrum ou dans Kanban, c'est qu'on oublie que l'agilité, c'est d'abord et avant tout une affaire de relations humaines. Et le paradoxe de notre époque, c'est justement que plus l'IA, on en parle depuis le début, on va en parler en fil conducteur sur toute cette conférence atelier, plus l'IA devient performante pour automatiser toutes vos tâches, plus l'intelligence émotionnelle devient importante et devient même essentielle. Donc ChatGPT peut bien vous aider à automatiser votre code, il peut vous aider à rédiger vos user stories et j'en passe. Mais est-ce qu'il peut déceler les non-dits lors d'une rétro? Est-ce qu'il peut déceler la frustration d'un développeur qui se sent incompris? Non. Et donc c'est justement ça le sujet, c'est que plus l'IA progresse et plus l'intelligence émotionnelle devient notre avantage concurrentiel. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est que la performance d'une équipe agile ne dépend pas que des compétences techniques et de la maîtrise des frameworks. Ça, je suis sûre que si on vous interroge, vous connaissez tous sur le bout des doigts. Mais l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est le multiplicateur qui va faire la différence entre une équipe agile qui survit et une équipe qui excelle. Et donc le résultat, c'est que les équipes qui ont une forte intelligence émotionnelle vont surperformer par rapport aux autres. Qui a entendu parler du projet Aristote de Google? Il y a quelques mains. Soufiane, je ne vais pas t'interroger, mais... donc ce projet-là, c'est Google qui a mené une enquête pendant plus de 3 ans auprès de 180 équipes en interne quand même, et qui s'est posé la question de qu'est-ce qui rend une équipe performante.
eh bien, Google a découvert que ce ne sont pas les compétences individuelles qui comptent, mais l'intelligence collective, la dynamique de groupe. Donc Google a mis en évidence 5 facteurs clés de performance d'une équipe agile. Alors je ne vais pas spoiler pour ceux qui suivent la conf de nos autres collègues sur ce sujet, mais le facteur clé qui ressort le plus, c'est la sécurité psychologique. C'est de pouvoir dire les choses, exprimer nos opinions et nos idées sans avoir peur des conséquences derrière. Donc la sécurité psychologique et l'intelligence émotionnelle collective, Fabien, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure, mais ayez vraiment en tête que c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui va vous aider à être plus efficace. Enfin, rien qu'en développant ça, vous allez pouvoir améliorer la performance de vos équipes. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Tu nous expliques un petit peu, Fabien? Allez, on y va. Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'on touche au domaine de l'humain. Donc, par définition, c'est quelque chose de complexe. Je l'ai entendu déjà dans des cours depuis ce matin. Hein, dès que ça touche à l'humain, on est sur quelque chose de complexe qui n'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Les premiers travaux dans le domaine, ça remonte assez longtemps, de Charles Darwin dans les années 1870. Même si la notion d'intelligence émotionnelle en elle-même, elle arrive plutôt dans les années 90, avec une définition qui est proposée par Daniel Goleman, qui était un psychologue et journaliste scientifique. La définition qu'il nous propose, c'est l'intelligence émotionnelle et la capacité de percevoir ses propres émotions et de les contrôler, de détecter les émotions d'autrui, la faculté de s'automotiver, d'entretenir des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres. Donc effectivement, c'est pas simple. Dans ce qu'il nous propose, Goleman, il nous dit que ça se déploie, l'intelligence émotionnelle, en 5 dimensions et 25 compétences. On ne va pas toutes les détailler, mais ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que les compétences émotionnelles, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. Un modèle simplifié, à 4 branches. Il y a 2 branches, les 2 à droite, qui sont plutôt de l'ordre du personnel, finalement. Le premier niveau, c'est ce qu'il appelait la perception émotionnelle. C'est la conscience de soi. C'est finalement être conscient de ses émotions. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est déjà être capable de gérer ses propres émotions. Forcément, à chaque niveau, ça nécessite d'avoir le niveau du dessus. On ne peut pas maîtriser ses émotions si on n'en a pas conscience. Les 2 derniers niveaux correspondent plutôt à des niveaux relationnels avec les autres. Donc le 3e niveau, la compréhension émotionnelle, c'est ce qu'on appelle l'empathie finalement, ou qu'on pourrait résumer sur de l'empathie. C'est avoir conscience des émotions des autres. Et le dernier niveau, la gestion des relations, c'est ce qu'on appelle les compétences relationnelles. Donc c'est maîtriser ses émotions, comprendre les émotions des autres et surtout savoir réagir et interagir avec les autres en fonction de leurs émotions. C'est bien gentil tout ça, Fabien, mais moi je ne comprends toujours pas ce que c'est une émotion. Tu nous expliques un peu? Alors une émotion, qu'est-ce que c'est? Une définition proposée par Eric Berne, une émotion, c'est un processus biochimique, bref, en réponse à un stimulus interne ou externe, provoqué ou subi, agréable ou désagréable, observable par un changement de comportement physique ou physiologique. Pour le dire plus simplement, c'est un processus chimique qui amène une réaction visible. Émotion, l'étymologie, ça vient de émovere, qui veut dire vraiment mettre en mouvement. Donc c'est vraiment ce processus qui met en mouvement quelque chose. Il y a eu des travaux qui ont été effectués par Paul Ekman dans les années 1970, qui en fait est allé dans une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc des personnes qui étaient isolées du monde, qui étaient culturellement au niveau de l'âge de pierre, si on peut le dire comme ça. Et il arrivait avec des photos de personnes qui venaient de civilisations telles qu'on la connaît. Et en fait, en montrant ces photos, les personnes de la tribu ont su identifier les émotions qu'elles voyaient sur les photos. L'idée de ça, c'est que ce n'est pas une notion culturelle, c'est quelque chose qui est général, qui est partagé par tout le monde. Tu as vu ça sur Rendez-vous en Terre Inconnue, hein? Pas du tout, non. À partir de ces travaux, il a défini une première liste de 6 émotions primaires. Quand je disais tout à l'heure que c'était un domaine complexe, il n'y a pas un consensus global sur le nombre d'émotions primaires. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il nous propose. Et il faut savoir que ça date des années 1970. Depuis, on a rajouté une dizaine, je crois.
Il y a 6 émotions primaires. On va rester là-dessus pour rester à peu près simple. Il y a les 5 premières qui ont été reprises dans le film Vice Versa. Donc vous voyez là. Il y en a une 6e. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelle est la 6e émotion primaire? J'entends l'amour. Non. La honte. Le dégoût. Le dégoût, il est là, c'est le vert. Je crois que je l'ai entendu par là-bas. Tu l'as entendu? Il me semble. Hein. La 6e, c'est la surprise. Surprise, effectivement. Et les sensations et les sentiments là-dedans. Les émotions sont accompagnées par des sensations corporelles et donnent lieu à des sentiments. Rappelez-vous, émovere, mettre en mouvement. L'émotion, elle met en mouvement vers soit une expérience physique, donc une sensation, quelque chose qui est perçu physiquement. Et il peut y avoir également aussi la notion de sentiment, où là c'est plus de l'expérience interne, quelque chose de privé, quelque chose qui n'est pas réfutable. Par exemple, des sentiments liés à la tristesse. Il y a énormément de sentiments qui sont associés aux émotions primaires. Là, il y a une liste qui est non exhaustive. On retrouve pour la joie, l'aise, le contentement, la satisfaction, etc. Pour la peur, l'inquiétude, la nervosité, l'anxiété, le souci, la crainte, la panique, l'affolement. Il y a aussi une notion de gradualité dans la puissance de ce qu'on ressent. À noter aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des sentiments parasites, c'est-à-dire des sentiments qui ne correspondent pas à ce qu'on vit actuellement. Il y en a 2 qui, je pense, vont vous parler. Le premier, c'est la Madeleine de Proust, où en fait, une odeur, une couleur, quelque chose qu'on voit, nous ramène à quelque chose qui est souvent agréable de notre enfance, la fameuse Madeleine de Proust. Et finalement, on est sur un sentiment qui revient, mais de quelque chose qui s'est déroulé il y a très longtemps. À l'opposé, on peut avoir de la frustration qu'on accumule, qu'on n'exprime pas, qu'on va conserver et qui peut exploser dans le temps, plus tard. Souvent, c'est pas très positif. Donc c'est vraiment cette notion de parasite qu'on retient et qu'on garde et qui peut exploser après. Et le moment où ça explose, généralement, c'est un tout petit truc, aucun rapport avec l'événement qui fait exploser. Pour résumer tout ça, le circuit de l'émotion, on a un déclencheur, peu importe ce que c'est, interne, externe, qui va nous générer une émotion, qui elle-même peut déclencher une sensation donc physique, et ou un sentiment, et tout ça qui peut amener à une action. Un exemple, je vois un serpent, j'ai peur, j'ai mon ventre qui se noue, je ressens de la terreur ou de la panique, et l'action, je cours. Notez que c'est quelque chose de très personnel aussi. Quelqu'un qui adore les serpents n'a pas du tout ce schéma-là. Ça marche pour les araignées aussi. Mais du coup, ça se décline comment l'intelligence émotionnelle dans les équipes agiles, Fabien? Alors, petit tableau barbare qui correspond, c'est un tableau qu'on utilise en coaching d'équipe qui permet d'estimer le niveau de maturité d'une équipe, en tant qu'équipe, dans sa construction elle-même. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une équipe agile, là, on est vraiment sur une équipe de tout type. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le niveau A, où on est sur une pseudo-équipe, une juxtaposition d'individus, un fonctionnement très individuel, et en allant jusqu'au niveau E, qui est le stade ultime de maturité d'équipe, qui est l'intelligence collective, à chaque niveau, on progresse au niveau des relations. Et finalement, pour comprendre cette slide, ou le résumé, c'est que pour atteindre une équipe hautement intelligente collectivement, ça nécessite que les membres de cette équipe aient un niveau d'intelligence émotionnelle élevé. On ne peut pas être dans le niveau E avec des personnes qui sont au premier niveau dans le graphe de Goldman sur les sentiments internes qui ne sont pas maîtrisés. Rappelez-vous le projet Aristote. On rejoint ce qui a été prouvé par le projet Aristote. Au quotidien, dans une équipe agile, je ne vais pas reprendre non plus toutes les cérémonies avec ce qu'on peut voir sans intelligence émotionnelle ou avec.
mais juste sur le refinement ou le sprint planning, sans intelligence émotionnelle, on va avoir des débats techniques, des estimations biaisées par l'ego, pas de confrontation finalement, alors qu'avec, on va avoir de la reconnaissance des incertitudes, des discussions ouvertes, l'acceptation de ce que va dire l'autre. Et pour rebondir sur ce que disait Aurélie tout à l'heure, le principe clé de tout ça, c'est quand même d'avoir le climat de confiance et la sécurité psychologique, qui est l'élément vraiment important. Et tout ça, c'est valable, on parle d'agilité, donc d'un environnement professionnel, mais c'est applicable aussi dans vos vies perso, hein, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Et je crois que Fabien, toi, tu l'avais appliqué sur ton couple aussi. Ça peut être utile au quotidien. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. L'idée de l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est de transformer des tensions avérées ou potentielles d'ailleurs en opportunités de collaboration. Ce qu'on veut avoir, c'est que la communication, ce ne soit pas un sport de combat, mais qu'il y ait une relation fluide et qu'on puisse communiquer et se parler vrai avec les gens finalement. Un petit exemple sur la notion de feedback. Je crois qu'il y a pas mal de conférences qui traitent de ça aussi aujourd'hui. Mais par exemple, il y a 3 types de feedback qui existent. Le premier, c'est le feedback de reconnaissance. Là, on est vraiment sur une valorisation directe. On invite vraiment à réussir de nouveau. Typiquement, les sourires. Hein. Là, on est clairement là-dedans. Deuxième type de feedback, le feedback de développement. On veut réajuster un élément précis. Voilà, il y a un axe d'amélioration, mais on dit ce qui n'allait pas et on demande c'est une invitation à apprendre, à s'améliorer. Mais effectivement, pour ça, il faut oser dire ce qui ne va pas pour pouvoir faire grandir. Le troisième, le feedback de recadrage. Alors, insistance sur l'échec plutôt que sur la solution. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est inacceptable dans une équipe, quelqu'un qui sort du cadre, je ne sais pas, un non-respect, des retards quotidiens. Voilà, ça nécessite quand même un feedback de recadrage. Ça fait partie d'un échange qui n'est pas forcément le plus simple ou le plus agréable à donner, mais qu'il faut avoir quand c'est nécessaire. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais du coup, comment on fait concrètement ? On va vous partager du coup des outils que nous, on a mis en pratique et qu'on aime bien, qu'on va vous partager et que vous pourrez utiliser du coup aussi bien dans le pro que dans votre vie personnelle. Alors le premier outil, ça va être toutes les techniques d'observation et d'écoute active. Apprendre à vraiment observer et écouter. Si vous avez quelqu'un qui vous lui demandez ça va et qui vous répond avec les bras croisés en évitant votre regard ça va ? Non, ça va pas Aurélie. Ça va pas. Tu lui mens. Il faut apprendre à regarder les signaux faibles. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est plutôt d'éviter les questions fermées, voilà, qui amènent une réponse fermée. Plutôt des questions ouvertes. Par exemple, comment tu vis cette situation ? Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce sujet ? Donc, au-delà des mots, évidemment, tout ce qui va être la gestuelle, la posture de la personne, les silences, etc., tout ça, c'est important de les avoir en tête. L'énergie générale de la personne. Et la reformulation empathique, c'est votre super pouvoir. Si je comprends bien, tu ressens la frustration parce que les changements fréquents du client, ça t'empêche d'avoir une bonne visibilité sur le planning, c'est bien ça ? Et du coup, la personne, en fait, en faisant cette reformulation, elle se sent comprise et souvent, ça permet vraiment de désamorcer des tensions. Donc, c'est vraiment un super pouvoir qu'on vous partage. Le deuxième outil, c'est la valorisation authentique et personnalisée. Pour la valorisation, ce qu'on conseille d'éviter, c'est de dire wow, bon travail. Bon, c'est un peu vague, c'est un peu générique. T'es le meilleur, c'est bien, mais c'est peut-être trop comparatif. Les compliments sandwich aussi, vous savez, c'est une petite critique qu'on glisse entre 2 compliments. Bon, les gens sont pas dupes. Et ce qu'on conseille plutôt, une formule magique qui marche bien, c'est une action plus l'impact, plus l'émotion. Au lieu de dire merci pour ta présentation, vous pouvez développer un petit peu, vous pouvez dire merci pour ta présentation sur l'architecture avec les schémas visuels. J'étais plutôt inquiet sur ce point, je ne comprenais pas et maintenant je me sens rassurée, donc merci. Donc ça, c'est des choses, valorisation authentique et personnalisée, ça marche bien. Le troisième outil, c'est la méthode de coin ou coin, si vous préférez, la méthode coin-coin.
qui va vous permettre de faire des feedbacks de recadrage et de développement, hein, sur ce que tu as évoqué, Fabien, tout à l'heure. Alors, le C du canard, hein, c'est le contexte, c'est ce qui va vous allez introduire les raisons de la discussion. Le O, c'est l'observation, vous allez communiquer les observations sur le travail. Le I, bien, c'est l'impact, évaluer l'impact et puis la valeur du feedback. Et enfin, le N pour les next steps, de présenter des solutions concrètes. Donc, par exemple, suite à ton intervention au COPIL de lundi, on donne un peu de contexte, l'observation, c'est que le client n'a pas bien compris la situation exposée et la situation n'a pas permis d'avancer. Quel est l'impact du coup si on ne comprend pas bien le feedback? On n'a pas de feuille de route, il va falloir programmer une nouvelle rencontre. Et du coup, pour la suite, les next steps, est-ce qu'on peut voir ensemble comment optimiser la prochaine réunion pour atteindre nos objectifs et améliorer notre crédibilité vis-à-vis du client. Donc ça, c'est un exemple de mise en situation. Ça va vous aider vraiment à formuler en mettant en évidence factuellement l'impact de votre feedback. On a encore 2 outils. Le 4e, c'est la méthode OSCAR. Ça, c'est votre méthode de coaching et de débriefing pour aider quelqu'un plutôt à atteindre ses objectifs. Alors là, rapidement, sur le OS, donc c'est l'observation spécifique des faits. On va décrire factuellement et objectivement les faits, donc le constat. Sur la situation, il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 éléments maximum. Le C, c'est la conséquence. Vous allez analyser les effets directs et indirects de ce que vous constatez. Le A, c'est l'action. Vous allez réfléchir à des solutions concrètes pour résoudre la situation de manière collaborative. Hein, pensez toujours collaboration avec la personne avec qui vous vous adressez. Et enfin, le R, les résultats espérés. Vous allez vous viser d'anticiper les bénéfices attendus. Donc par exemple, toujours je pars de l'observation des faits. Pendant la réunion du 8 juin, tu as coupé la parole à Sarah à 4 reprises quand elle présentait ses analyses. Je suis factuelle. La conséquence, c'est que cette situation a créé une tension palpable. Sarah a raccourci sa présentation de moitié et maintenant, elle évite les interactions en équipe. C'est pas top. Enfin, mieux éviter de dire ça d'ailleurs. L'action, on va discuter avec la personne. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place concrètement pour éviter ces interruptions? Par exemple, est-ce que tu pourrais lever la main avant d'intervenir? Est-ce que ça te convient? Et les résultats, on met en avant ce qu'on espère via cette action-là. Tu restaureras ainsi la confiance avec Sarah et nos réunions d'équipe seront plus efficaces avec des décisions prises plus rapidement. Donc on a vu le coin-coin, la méthode OSCAR. Je vous parle rapidement de la méthode OSBD puisqu'on va la mettre en pratique tout à l'heure. Donc là, ceux qui se disent « mince, je crois que c'est une conférence, c'est aussi un atelier, zut !» On va vous réveiller un peu. Donc on va vous parler tout à l'heure de la méthode OSBD. Rapidement, vous allez retrouver les mêmes principes. Le O, l'observation, on va communiquer les faits d'abord. Le S, c'est le sentiment. Tu pourras nous rappeler peut-être la définition après, Fabien. Donc le sentiment, je communique mon ressenti par rapport à ces faits. Le besoin, je communique le besoin du coup qui n'est pas satisfait par rapport à ce que je viens d'exprimer. Et enfin, ma demande, j'ouvre à l'échange, je communique ma demande, je m'ouvre à l'échange avec l'autre. C'est celle-là que j'aime bien avec ma copine quand les couverts sont mal rangés dans le lave-vaisselle. Ça marche avec les enfants aussi. Pas pour la vaisselle. Donc on vous a parlé de plusieurs outils, plusieurs méthodes. Il en existe plein d'autres, hein. Vous allez trouver plein de méthodes sur Internet. Ce qui est important de retenir, c'est toujours de partir du principe universel, de partir de faits irréfutables et indiscutables. Par exemple, au lieu de dire « on est en retard à cause de toi », notez les intentions du visage aussi, vous allez plutôt dire « la deadline est dans 3 jours et il nous reste 15 user stories à rédiger ». Donc vous allez chercher des solutions avec la personne. Et dans la même logique, ce qu'on voit dans la méthode OSBD, le côté sentiment. Le sentiment, il est personnel, donc il est forcément irréfutable aussi. Donc l'avantage, c'est que les faits, tout le monde peut les voir et du coup les accepter. C'est vraiment ça la force de ces méthodes-là. Donc à vous de trouver la bonne méthode, l'acronyme qui vous parle. Moi j'aime bien la méthode OSBD, c'est pour ça qu'on va vous la faire pratiquer. Et l'important vraiment, c'est de sortir du jugement pour aller vers les faits observables.
Donc, OSBD. Alors, OSBD, je vais donc faire un petit focus sur celle-là. On vous laissera les slides. Je vois qu'il y en a qui prennent des photos. On vous laissera les slides. Vous pourrez récupérer tout ça après. Donc, la méthode OSBD, je l'explique rapidement. Donc, la première étape, la question à se poser, c'est sur les faits. Quels faits précis j'ai observés, sans jugement ni interprétation. J'insiste là-dessus, c'est vraiment le point essentiel. On sort du reproche. Ce matin, tu es arrivé 10 minutes après le début du délit. C'est mieux que de dire ça fait 3 mois, tu es tout le temps en retard à toutes les réunions. Le sentiment, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation? Je parle de moi ou de ce que ça peut générer pour l'équipe. Je ne parle pas des sentiments des autres qui leur sont propres. Je me sens frustrée et un peu désorganisée par rapport à ce que je viens de dire. Le B, donc le besoin, quel besoin important pour moi ou pour l'équipe n'est pas satisfait? Typiquement, par rapport à ce cas, j'ai besoin que notre réunion soit fluide et que tout le monde ait la même information. En tant que PO, c'est vraiment un besoin que j'ai pour que ça fonctionne au niveau de l'équipe. Et enfin, la demande. Quelle demande claire, concrète et surtout réalisable je peux formuler? On est toujours sur des objectifs SMART, on n'impose pas des choses, on propose des choses qui soient réalisables par l'autre personne, que nous-mêmes on pourrait réaliser. Est-ce que tu pourrais essayer d'arriver à l'heure demain pour que tout le monde ait la même information dès le début? Donc ça permet d'amorcer le dialogue. Peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous dire voilà, pour moi c'est compliqué, j'ai déménagé, j'ai ma voiture qui est en panne, etc. Peu importe, vous allez engager la conversation et trouver ensemble des solutions. Donc la solution, ce sera peut-être pas celle-là, ce sera peut-être pas je vais arriver à l'heure, c'est on va peut-être arriver à décaler le délit ou s'organiser autrement. Voilà, l'important c'est on est factuel, on exprime un sentiment, le besoin non couvert et on cherche ensemble une solution. Du coup, on va passer à la mise en pratique. Donc la mise en pratique, l'idée c'est de le faire en binôme ou en trinôme, de trouver une situation sur laquelle vous pourrez et vous exercer à formuler avec la méthode OSBD. Dans l'idée, il y a une personne qui est l'émetteur, donc qui formule sa demande OSBD. La deuxième personne qui l'écoute, qui est le destinataire. S'il y a le temps, n'hésitez pas à inverser les rôles. Et ce qu'on vous propose, si vous n'avez pas de situation en tête, on en a deux. Un manque de communication sur l'avancement d'une tâche, ou le PO qui coupe souvent la parole pendant la rétro, on va dire, peu importe le contexte, ou une situation de votre équipe si vous l'avez. L'objectif, c'est vraiment de s'exercer à écrire, à formuler la demande avec la méthode OSBD. Vous verrez que ce n'est pas forcément évident de le faire sans jugement. Voilà, on se laisse 8 minutes. On vous remet les deux cas. Et on vous laisse les situations voilà. Si ça vous aide, si vous en avez besoin. Mais n'hésitez pas à choisir d'autres solutions, enfin d'autres situations si ça vous parle mieux. Du coup, comment tu fais l'OSB ?
ça va sonner. Tu mets le micro sur le micro. Il n'a pas voulu sonner. C'est bon ? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Attention. S'il vous plaît. Hop. On vous propose un petit débrief du coup. Vous n'avez peut-être pas terminé, vous pouvez continuer après à débattre vos cas. On voulait vous demander du coup si vous avez trouvé cet exercice facile, au contraire difficile, s'il y en a qui veulent bien témoigner, voilà, nous partager un petit peu votre cas. Ouais. C'était quoi la formulation, si c'est possible ? Oui. Non, effectivement, je pose la question parce que c'est pas toujours évident justement de rester sur quelque chose de très factuel et de rester sur les sentiments. Et on dérive très vite sur le reproche. Donc c'est un exercice qui est simple sur le papier, mais pas toujours si simple que ça à mettre en place. En fonction des situations, oui, ça peut être le principe du 50-50, je partage pour ceux qui n'entendaient pas. On rejoint la troisième et quatrième branche du modèle de Goldman, le sentiment, les sensations, les émotions des autres, et agir en fonction aussi. Ouais. Essayer de ne pas attendre le dernier moment aussi pour dire les choses, sinon ça s'accumule et après ça devient un reproche hyper violent et on ne met pas du tout les formes, alors que si on le dit, faire des sortes de feedback, pas de recadrage au début, mais en tout cas des approches, avec ces techniques-là, ça permet de désamorcer, de communiquer, de trouver ensemble des solutions pour éviter d'en arriver des fois à des reproches très violents. Oui. Je vais juste te donner le micro, comme ça tout le monde peut entendre. Du coup, au lieu de percevoir son besoin comme un reproche, je l'ai perçu comme quelque chose qui m'a rassuré sur un contexte équivalent, avec un besoin que j'attendais de sa part, qui n'était pas forcément formulé directement auprès d'elle. Et le fait qu'elle elle exprime ce besoin-là, et bah, du coup, ça m'a réconforté dans ce que je pouvais attendre d'elle. Voilà. Donc ça a été pris très positivement de ma part. Voilà. Vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble alors. Bon, c'est bien. Effectivement, sur votre cas que j'avais un petit peu écouté, il faut faire attention à ne pas mélanger le besoin avec les actions, bien être clair sur le sentiment, le besoin qui n'est pas assouvi, entre guillemets, qui fait qu'on est frustré, on est désabusé, on a un manque de respect, peu importe. C'est ça qui est important de partager pour que l'autre comprenne. Oui.
Ouais. En fait, l'idée, c'est d'arriver avec souvent d'arriver avec une solution et pas des problèmes. C'est de faire une proposition, c'est une demande, et c'est ce qu'on disait, ça ne sera pas forcément celle qui va être acceptée. La demande, elle peut être refusable, entre guillemets. Mais l'idée, c'est d'engager le dialogue, justement, sur potentiellement d'autres possibilités. Ouais. Pour comprendre du coup l'autre en fait qui va exprimer peut-être lui-même une situation et qui va aussi exprimer son besoin qui n'est peut-être pas assouvi lui aussi par rapport à certains sujets. En tout cas, ça permet de construire un dialogue. Il y avait une question par là, je crois. Mm. Bah, tu ouvres la possibilité, tu fais une proposition. Est-ce que du coup tu proposes une solution? Alors que si tu dis comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, potentiellement la personne n'aura peut-être pas de réponse et du coup ça va s'arrêter là. Donc le but c'est vraiment de proposer au moins une solution. C'est peut-être pas la bonne, comme le disait Fabien. Donc est-ce que et tu peux proposer quelque chose après à vous de voir et d'adapter aussi votre discours, votre manière de vous adresser avec la personne. Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est dans la vie personnelle? Il y a beaucoup de paramètres et ça après c'est vraiment le feeling, c'est votre intelligence émotionnelle justement qui va rentrer en compte et vous allez ajuster votre manière de parler en fonction de ça. Merci pour les retours en tout cas. En guise de conclusion, on est dans une journée axée sur l'agilité, hein, mais il faut se souvenir que c'est pas juste livrer vite et bien. Il y a beaucoup d'humains derrière, donc c'est aussi se dire les choses avec respect, transparence, authenticité, toujours la sécurité psychologique. OSBD reste un outil. On a vu, il y en a plusieurs qui existent. Ce qu'il faut retenir pour l'OSBD, c'est que s'il y a un fait, une demande, un seul OSBD. Il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. La demande, elle n'est pas du tout claire. On peut en faire plusieurs. C'est court, c'est pratico-pratique, donc n'hésitez pas à en faire plusieurs à la suite si nécessaire. Mais voilà, vraiment rester focus sur l'idée. Rester sur un besoin personnel, jamais la critique. Et ce qu'on disait là dans les retours, la demande, c'est pas une exigence. L'autre peut dire oui ou non. Mais l'important, c'est vraiment d'ouvrir à la discussion, en fait. Et pour terminer, je vous propose une toute petite expérience. Avant de venir, j'ai posé une question à ChatGPT. Comment résoudre un conflit dans une équipe agile? Alors, je ne vais pas vous montrer, là je vous laisserai le faire. Vous posez la question, vous allez avoir une réponse qui va être clean, elle est structurée, elle est correcte, elle peut être discutable, mais en fait elle va être dénuée de toute émotion en fait. Vous n'aurez pas dedans le contexte de votre équipe. Soufiane qui a besoin de reconnaissance, Camille qui a besoin d'être écoutée. Tout ça, vous n'allez pas l'avoir en fait, et donc c'est vraiment le combo de la structure de l'intelligence artificielle et de l'âme de tout ce que vous allez apporter en tant qu'humain qui va faire l'effet waouh, qui va bien marcher. Donc voilà, le message qu'on vous passe, c'est vraiment n'oubliez pas ce volet humain. Testez, expérimentez, et puis amusez-vous, surtout restez humain. Voilà. On arrive au bout, on n'aura peut-être pas le temps de prendre des questions, mais s'il y en a qui veulent échanger, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Open. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci à tous.